Bonjour à tous, je me présente, je suis Myriam Nicasse, en charge de la communication pour Inextinso, les métiers du droit, en particulier Inextinso Avocat et Inextinso Patrimoine. Merci à tous déjà de votre participation et de votre inscription à ce direct du droit qui porte sur la transmission d'entreprise. Je vais faire un petit point déjà pour l'organisation de cette émission. Donc, en premier, je vais présenter le groupe Inextinso, les activités d'Inextinso Avocat et Inextinso Patrimoine pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Ensuite, nos intervenants répondront aux questions que vous avez posées via le formulaire d'inscription. Pour les questions que vous auriez à poser en complément des interventions de nos spécialistes, je vous invite à les poser sur le chat directement. Si le temps imparti nous le permet, les intervenants y répondront en direct lors de l'émission. Si ce n'est pas le cas, ils s'engagent à vous contacter après directement, soit par mail, soit par téléphone. Donc, je vais commencer la présentation d'Inextinso. Donc, c'est le leader de l'expertise comptable et du conseil en France aux TPE et PME. Qui dit leader dit 160 000 clients, accompagnés par 7 300 collaborateurs, répartis dans 280 agences sur le territoire national pour un chiffre d'affaires de 600 milliards d'euros. La vocation d'Inextinso est d'accompagner le dirigeant d'entreprise à 360 degrés depuis la création de son activité avec Inextinso Création Reprise, en passant par le conseil en fusion-acquisition, dans l'externalisation de la fonction finance, au conseil aux entreprises innovantes. Nous intervenons également auprès des acteurs privés publics de l'hôtellerie et du tourisme. En 2015, Inextinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques par la création d'Inextinso Avocat, qui est un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires. Et en 2020, pour accompagner le chef d'entreprise dans sa stratégie patrimoniale, Inextinso crée Inextinso Patrimoine. Les services juridiques d'Inextinso, c'est 500 professionnels du droit répartis dans 80 agences sur le territoire national, dont 8 cabinets d'avocats dirigés par 18 associés. Nous accompagnons les clients PME, TPE, les collectivités locales, professions libérales, fonds d'investissement, associations, les dirigeants bien évidemment et les particuliers. Nos expertises en droit concernent le droit des sociétés, le droit des affaires, la fiscalité et le droit social. Nous intervenons également dans des domaines de droit plus spécifiques comme la propriété intellectuelle, l'RGPD, le droit international, le droit du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, les entreprises en difficulté, le préjudice corporel, le sport, l'immobilier et la construction. Au niveau des services juridiques, bien sûr, nos interventions concernent le conseil et le contentieux. Pour Inextinso Patrimoine, l'entité a deux activités, une activité de courtage et une activité de conseil en stratégie patrimoniale. Donc, ils accompagnent leurs clients dans la gestion de leur situation patrimoniale, la préparation de leur retraite, l'amélioration de leur rémunération, l'optimisation de leur statut social et la création de leur stratégie d'investissement. Les équipes d'Inextinso Patrimoine, c'est plus de 50 collaborateurs répartis dans 250 agences à travers la France. Ils accompagnent 6 000 clients en courtage et Inextinso Patrimoine est dirigé par 8 associés. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenantes qui vont se présenter et puis après qui répondront à vos questions. Donc, je te laisse la parole, Claire-Léa. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Claire-Léa Bocard. Je suis manager du pôle d'ingénierie patrimoniale d'Inextinso Patrimoine. Donc, c'est nous qui rédigeons les études patrimoniales qui sont faites pour tous les clients de toute la France d'Inextinso. Voilà, donc on accompagne les clients, chefs d'entreprise, que ce soit particuliers ou chefs d'entreprise, du coup, dans la gestion globale de leur patrimoine. Donc, ça couvre, comme l'a dit Myriam, aussi bien la transmission, la préparation à la retraite, les investissements financiers, immobiliers, toutes les questions de restructuration professionnelle ou immobilière, personnelle, etc. Donc, voilà, on a une approche sur mesure qui vient en complément des différentes expertises du groupe Inextinso. Parfait, merci Claire-Léa. Peut-être Morgiane, si tu peux te présenter. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous, Morgiane Cartana. Donc, je suis avocate fiscaliste associée d'Inextinso Avocat PACA. Donc, j'interviens dans la région toulonnaise et sur toute la région PACA.
En ce qui me concerne, j'interviens sur des sujets fiscaux, notamment pour les entreprises et les particuliers, donc sur tout le réseau national, et donc beaucoup sur des sujets liés à la transmission d'entreprises et à la mise en place de régimes fiscaux, comme par exemple la mise en place de pactes du trade. Parfait. On va directement passer à la première question, parce que nous en avons 17. Comment valorise-t-on une entreprise et comment établir le montant de la transmission? Alors, ce sera peut-être plutôt clair, Léa. Oui, alors nous en soi chez Nextenso Patrimoine, on valorise pas nécessairement les entreprises, c'est plutôt ou l'expert comptable ou une Nextenso Finance qui interviennent sur ces sujets-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'applique pas simplement une formule mathématique. Ce qu'ils font, c'est une analyse sur mesure où on prend en compte des critères économiques, des critères financiers, mais aussi des critères humains, sectoriels. On va regarder plusieurs facteurs. On va regarder d'abord la rentabilité de l'entreprise. On va regarder la récurrence du chiffre d'affaires, parce que fortement, si l'activité elle repose sur des contrats qui sont récurrents, la valorisation va être plus importante. On va aussi regarder l'autonomie de l'entreprise, c'est-à-dire que si l'entreprise elle dépend principalement du chef d'entreprise, à ce moment-là, la valorisation va en pâtir. On va regarder aussi les besoins d'investissement de l'activité, qui lui sont importants, plus la valorisation va être faible. Et on va aussi regarder le contexte sectoriel, pardon. Si l'entreprise, c'est un secteur porteur, forcément, la valorisation sera plus importante. En pratique, les experts, pour valoriser les entreprises, ils vont comparer plusieurs méthodes. Il peut y avoir la méthode des comparables, c'est-à-dire qu'on va regarder les entreprises du même secteur et on va se dire, voilà, dans la fourchette, on est à peu près là, on est à peu près là. Il y a aussi la méthode patrimoniale, c'est-à-dire que là, on va regarder ce que possède l'entreprise, l'actif, auquel on va déduire les dettes, et ça va nous permettre d'avoir une valorisation patrimoniale. On va aussi pouvoir regarder la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés, c'est-à-dire qu'on va on va faire des prévisionnels de trésorerie, et on va se dire, voilà, dans le futur, voilà ce qu'on peut potentiellement avoir, et donc voilà comment on peut valoriser l'entreprise. Donc, en soi, il n'y a pas de méthode parfaite, il n'y a pas, on prend cette méthode-là et on l'applique, c'est regarder un peu toutes les méthodes, les comparer et voir et sortir une fourchette de valeur cohérente qu'après on pourra négocier entre le cédant et l'acquéreur, voilà. Et que ce soit pour une cession ou pour une transmission, donation ou succession, voilà. La méthodologie est la même. Voilà. OK. Prochaine question. Comment vendre une entreprise quand on est co-gérant? Quels sont les délais et les modalités pour payer le moins lors de la vente? Là, on est plus avec Morgiane, peut-être. Oui, alors pour répondre à la première question, tout dépend si on va être sur une cession de société ou une cession de fonds de commerce. Alors je vais peut-être rappeler la nuance entre ces deux notions, puisque ça va nous servir tout au long de la matinée. Donc si on est en fait en cession de titre, on va céder toute la société. C'est-à-dire que quand on va céder, on aura un changement de contrôle de la société. On va céder la société avec toutes ses dettes et les contrats vont se poursuivre puisque les contrats sont rattachés à la société. Il ne faut pas confondre la cession de titre avec la cession de fonds de commerce. Quand on cède un fonds de commerce, on va céder uniquement l'actif nécessaire à l'activité. Donc là, il n'y aura pas de transfert des dettes et on peut faire le choix aussi de ne pas reprendre les contrats, donc hormis les contrats des salariés. Donc pour répondre à la question, je vais d'abord répondre à la question d'un point de vue cession des titres et ensuite d'un point de vue cession du fonds de commerce. Donc si on veut vendre les titres, c'est pas tant la question des pouvoirs et de la question de savoir qui est co-gérant qui compte. Ça va être la question de savoir qui est associé. Puisque quand on vend des titres, c'est l'associé qui va céder ses parts dans la société. Donc c'est une décision de l'associé et pas une décision du gérant. Donc après, tout dépend si c'est un seul associé qui veut vendre ses parts ou plusieurs. Si tous les associés veulent vendre leurs parts, c'est assez simple puisque tous les associés devront être d'accord pour vendre. Si un seul associé veut vendre, là c'est un peu différent. Il faudra regarder ce qui est prévu par les statuts. S'il y a un pacte d'associés, il faudra aussi regarder ce qui est prévu dans le pacte d'associés, puisqu'on peut avoir des règles spécifiques de majorité. On peut aussi avoir des règles de préemption, par exemple avoir un accord unanime des associés ou l'obligation de vendre à un des associés avant de pouvoir proposer la vente à un tiers. Donc là, il y a vraiment une analyse au cas par cas à faire de la situation et donc une analyse des statuts, des règles de majorité et éventuellement des clauses qu'il pourrait y avoir dans le pacte d'associés. Si on cède un fonds de commerce, donc là, on va regarder là aussi ce qui est prévu par les statuts, puisqu'on peut effectivement avoir des décisions qui peuvent être prises par les gérants seuls. Mais il y a des décisions qui, à contrario, doivent être avalisées par les associés. Donc, si tous les associés sont co-gérants, ça ne pose pas de problème.
Mais par contre, s'il y a des associés qui ne sont pas gérants ou inversement, on peut avoir des gérants qui ne sont pas associés, là, il faudra bien évidemment regarder ce que prévoient les statuts pour voir si la cession du fonds nécessite l'accord des associés et quelle est la majorité une fois de plus. Peut-être pour répondre à la deuxième question, donc plus sur les délais et les modalités pour payer le moins lors de la vente. Donc on a effectivement des mécanismes fiscaux qui peuvent permettre de payer moins d'impôts lors d'une vente et qui nécessitent un certain délai pour leur mise en place. Je vais vous donner simplement 2 exemples qui sont assez typiques. On a le mécanisme d'apport-cession de l'article 150 OB-TER du Code général des impôts, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui permet d'avoir une fiscalité au moment de la vente et qui permet de bénéficier donc d'un report d'imposition et tout en permettant de pouvoir réutiliser l'argent issu de la vente pour d'autres projets. Et dans ce cas-là, ça passe par la mise en place d'une holding. Et donc, il faut vraiment anticiper. Il faut avoir un certain temps de préparation avant de céder pour justement avoir le temps de mettre en place ce mécanisme. Autre exemple, donc ça c'était un exemple plus au niveau des choses à mettre en place au niveau du cédant. Un exemple aussi de ce qu'on peut faire au niveau de l'acquéreur, ça va être par exemple quand on cède une SARL, on va avoir des droits d'enregistrement pour l'acquéreur qui sont assez élevés, qui vont être de 3% du prix de cession. Donc ce qui peut se faire, ça va être pour diminuer ces droits d'enregistrement, de faire une transformation de la SARL en SAS avant la vente. Donc là, on passera de 3% à 0,1% de droits d'enregistrement. Donc ça revient à la même chose que ce que j'ai dit dans mon premier exemple. C'est des sujets qu'il va falloir vraiment anticiper et les prévoir en amont de la cession. Et donc c'est vrai que généralement, c'est bien de prévoir un délai d'au moins 1 an avant de vendre pour justement pouvoir faire une analyse de ce qu'on peut mettre en place et faire vraiment un calendrier précis de tout ce qui va devoir être fait comme opération avant de signer effectivement la vente. Ok. Question 3. En quoi consiste le pacte Dutreil et comment s'orchestre la transmission par le pacte Dutreil? Donc, à mon avis, là, ça va être toutes les deux, je pense. Exactement. Alors, je vais commencer, moi, par juste poser les bases. Le pacte Dutreil, ça a été créé pour faciliter la transmission des entreprises, pour qu'il y ait une certaine continuité, notamment dans les groupements familiaux. Donc, le pacte Dutreil, c'est un dispositif fiscal qui permet finalement de transmettre une entreprise en bénéficiant d'un abattement de 75% sur la valeur des titres qui sont transmis, que ce soit si on fait une donation, au moment de la succession. C'est-à-dire qu'on va réduire la valeur de 75% et on va être fiscalisé uniquement sur 25% du coût de la valeur des titres de la société. Voilà. Alors après, il y a plusieurs conditions à respecter. Ça, je vais vous laisser la main à Morgiane qui va vous présenter les conditions qui sont assez précises. Je ne pense pas qu'elle va rentrer dans le détail précis parce que les conditions vont parfois loin. Mais voilà, je vais lui laisser la parole. Du coup. Oui, effectivement, le pacte Dutreil, c'est un mécanisme qui est assez, on va dire, technique dans sa mise en œuvre. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut vraiment être accompagné. Donc, je vais vous exposer les conditions de façon très succincte pour ne pas rentrer trop dans le détail technique. Donc, déjà, on a des conditions sur la nature de l'activité. Donc, c'est une activité qu'on appelle ICAL, soit industrielle ou commerciale ou artisanale ou agricole ou libérale, étant précisé que tout ce qui est construction-vente d'immeubles et de marchands de biens sont également éligibles. Je le précise parce que souvent on nous le demande. On a des conditions de seuil de détention, donc il faut détenir un certain pourcentage de titres dans la société. Ça peut être seul, mais ça peut être à plusieurs. C'est-à-dire que si l'associé seul ne remplit pas les conditions, on peut faire une collectivité des seuils des personnes qui veulent se mettre sous un régime Dutreil. Ensuite, on a une obligation de conservation des titres pendant un délai minimal de 2 ans par celui qui veut donner et ensuite de 4 ans par celui qui reçoit les titres, donc soit au moment d'une donation, soit au moment de la succession. Donc c'est un minimum de 6 ans, mais ça peut être plus selon le timing, le moment où est fait la donation. On a ensuite une condition d'exercice d'une fonction de direction, donc là aussi pendant un certain délai, sans rentrer trop dans le détail. Et ce qui est important, c'est qu'on a un formalisme qui est très, très strict et qui doit être très encadré. Donc, il faut formellement prendre un engagement collectif de conservation pendant 2 ans qu'on va rédiger et enregistrer auprès des impôts. Et après la donation, les donataires ou les héritiers devront aussi, eux, prendre un engagement unilatéral. Donc, chaque personne devra prendre un engagement de conservation pendant 4 ans, qui devra là aussi être enregistré aux impôts. Donc, on a le respect de ces conditions est absolument impératif
pour sécuriser l'opération. Et comme vous pouvez le constater, c'est un régime très technique. Il y a beaucoup de conditions et de formalismes à respecter. Donc, c'est vraiment important de vous faire accompagner pour la mise en place d'un tel régime. Et c'est justement un accompagnement qu'on propose, nous, chez Inextenso. Merci Mordiane. Question suivante. Une société qui exerce uniquement une activité photovoltaïque peut-elle bénéficier de l'exonération justement liée au pacte Dutreil? Ça, ce sera peut-être plus clair, Léa. Exactement. Alors, il n'y a pas de jurisprudence spécifique sur l'activité photovoltaïque pour savoir si c'est du triable ou pas. Après, je vais répondre par analogie en fait. Tout dépend de la qualification qu'on donne à cette activité-là. Parce que, donc, comme l'a dit Morgiane, pour bénéficier du Dutreil, il faut avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Donc, tout est question de savoir est-ce que, quand j'exploite des panneaux photovoltaïques, est-ce que du coup, je réponds à cette condition principale finalement. Historiquement, l'administration fiscale considérait que c'était une activité civile de gestion de patrimoine. Sauf si elle était vraiment exercée avec des conditions qui faisaient qu'on la rendait vraiment commerciale par nature. Mais c'était plus compliqué. Aujourd'hui, la jurisprudence, elle a évolué et l'administration fiscale et les commentaires du BOFIP tendent à orienter sur le fait que la production et la vente d'électricité photovoltaïque peut être considérée comme une activité industrielle, donc imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En fait, cette qualification, elle a été basée sur des critères d'appréciation du caractère commercial de l'activité. Il y a eu notamment, on regarde l'importance des capitaux investis, les moyens humains et matériels qui sont mis en place pour l'activité, le volume d'affaires, la prise de risque et la nature des contrats. Savoir si on a des contrats petits et des gros contrats, etc. Donc, tant que on considère que l'activité, c'est pas de la gestion de patrimoine, que ce soit mobilière ou immobilière, à ce moment-là, on peut la considérer comme du triable. Après, attention, il y a deux points de vigilance à avoir sur ce point. C'est que l'activité, il faut qu'elle soit prépondérante. C'est-à-dire que forcément, si vous avez une ferme de panneaux photovoltaïques, il n'y a pas de sujet. Votre activité, elle sera du triable parce que c'est votre activité principale. En tout cas, on va regarder le chiffre d'affaires, on va regarder la valeur des actifs et on va pouvoir estimer plus facilement que c'est prépondérant et donc que ça répond à la condition. Si en revanche, vous avez simplement des panneaux sur le toit de vos bureaux, là, ça va être plus compliqué. Donc, voilà, donc du triable, potentiellement oui, parce que ça répondra à la condition. Toujours est-il qu'il faut toujours bien répondre aux conditions du Dutreil, mais attention à bien s'assurer qu'on reste dans le bon cadre et qu'on ait bien une activité commerciale ou industrielle, en tout cas, pour bien faire attention. Donc, oui, mais à vérifier, parce que tant qu'il n'y a pas de jurisprudence précise, voilà, on fait attention. Question suivante. Pouvez-vous préciser quelle est la fiscalité de la cession d'entreprise à un tiers? C'est pour Mordiane. Oui, alors je vais reparler de la distinction entre la cession de titres vs la cession de fonds de commerce. Donc on revient sur la notion qu'on a définie tout à l'heure. Donc si on est dans un cas de cession de titres, je vais vous présenter la fiscalité pour celui qui vend, donc pour le cédant, et on parlera ensuite de celui qui achète. Donc pour le cédant, on va calculer donc une plus-value de cession. La plus-value de cession sera égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres. Et donc, on va appliquer ce qu'on appelle la flat tax sur cette plus-value. Donc, c'est 30% d'imposition qui correspond à la somme de 12,8% d'IR, d'impôt sur le revenu, et 17,2% de prélèvements sociaux, donc ce qui nous donne les 30. On a aussi une possibilité qui est, si c'est plus intéressant, de ne pas appliquer la flat tax, mais d'opter au barème progressif. Et donc, si les titres ont été acquis ou créés avant le 1er janvier 2018, ça peut permettre de bénéficier d'un abattement avant application du barème progressif. Et donc là, on a, sans rentrer dans le détail, mais il va y avoir des taux d'abattement en fait qui dépendent du nombre d'années de détention. Et on peut même bénéficier d'un abattement renforcé si certaines conditions sont remplies, donc jusqu'à 85% d'abattement, qui s'appliquera par contre, attention, seulement sur l'impôt sur le revenu et pas sur les prélèvements sociaux. Donc là, il va falloir vraiment faire un calcul pour voir quelle est la fiscalité la plus avantageuse pour vous entre la flat tax ou le barème progressif. On a aussi un abattement fixe de 500 000 € qui peut s'appliquer en cas de départ à la retraite, avec là aussi un certain nombre de conditions à remplir, donc notamment de partir à la retraite 2 ans avant ou après la cession et avoir exercé des fonctions de direction pendant au moins 5 ans dans l'entreprise qui est cédée.
Donc ça, c'était pour la cession de titre. Si on est sur une cession de fonds de commerce, donc là, tout dépend, là aussi, la durée de détention. Donc si on est moins de 2 ans de détention, on sera au barème progressif. Si on est sur plus de 2 ans de détention, donc on sera à ce qu'on appelle en plus-value à long terme, donc avec l'application de la flat tax, dont on a parlé tout à l'heure à 30%. Et on a aussi là plusieurs systèmes d'exonération. Donc il faut voir lequel est le plus intéressant pour vous. On va avoir l'exonération dans le cadre du départ à la retraite, donc avec une exonération uniquement sur l'impôt sur le revenu, et donc il restera les prélèvements sociaux à payer, par contre, sur l'exonération départ à la retraite. Et on a 2 autres exonérations, donc soit l'exonération par rapport aux recettes qui ont été réalisées sur les 2 dernières années, et donc si on est en dessous d'un certain seuil, on peut avoir une exonération totale. Un autre seuil nous permet d'avoir une exonération partielle, donc tout dépend du chiffre d'affaires et des recettes qui ont été réalisées sur les 2 dernières années. Et on a une 3e exonération qui va être exonération par rapport au prix de cession. Là, pareil, avec une exonération qui peut être totale ou partielle. Donc, on parlera un petit peu, je crois qu'il y a une autre question sur bon, on entrera un petit peu dans le détail de ces exonérations. Et attention, côté acquéreur, on a aussi une fiscalité côté acquéreur, ça c'est important. On a commencé à en parler un peu tout à l'heure. On a des droits d'enregistrement à payer pour l'acquéreur. Donc, soit de 3% si on est en cession de titre SARL, si on est en SAS, on sera à 0,1%. Et si on est en cession de fonds de commerce, donc là, on bénéficie d'un abattement de 23 000 € pour une cession de l'intégralité du fonds de commerce, puis de 3% jusqu'à 200 000 € et 5% au-delà. Donc attention aussi à la fiscalité côté acquéreur. Parfait, merci Morgiane. Question 6. Les indépendants TNS peuvent prendre leur retraite et sont automatiquement autorisés à cumuler leur emploi et leur retraite. Concernant l'abattement de 500 000 € sur la plus-value de cession du fonds de commerce et ou départ, le délai de 2 ans court-il à partir du départ à la retraite ou à la fin du cumul emploi-retraite? Claire Léa. Alors, dans cette question, il y a déjà 2 informations que j'aimerais préciser. La question parle d'un abattement de 500 000 €. Alors, il y a 2 abattements différents à distinguer selon qu'on vend le fonds ou on vend les parts, donc, enfin les titres. Donc, Morgiane a évoqué un peu tous ces types d'abattements. Mais voilà, il y a l'abattement de 500 000 € pour départ à la retraite, quand on cède les titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, ou il y a une exonération totale jusqu'à 500 000 € en cas de cession de fonds de commerce. Après, c'est dégressif jusqu'à 1 million d'euros. Donc, vu la question, je suppose qu'on parle ici de l'abattement de 500 000 € pour départ à la retraite en cas de cession de titre d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, je vais partir de ce principe-là. Donc, les conditions, Morgiane les a évoquées. Il faut partir du coup à la retraite 2 ans avant ou 2 ans après la date de la cession. Autre point dans cette question, c'est sur le fait qu'un travailleur indépendant, en effet, peut cumuler retraite et activité. Mais ce n'est pas toujours automatique et ce n'est pas toujours déplafonné. Donc le cumul emploi-retraite, qu'est-ce que c'est? C'est une fois qu'on a liquidé toutes nos retraites et qu'on a atteint l'âge légal, on peut dire je veux cumuler ma retraite, toucher ma retraite en totalité et continuer à travailler et d'avoir du coup une rémunération. Il y a 2 types de cumul emploi-retraite. Si vous partez à taux plein, c'est-à-dire que si vous avez validé tous les trimestres qui sont requis en fonction de votre date de naissance, à ce moment-là, vous avez le taux plein et quand vous partez en cumul emploi-retraite, vous bénéficiez ce qu'on appelle du cumul emploi-retraite intégral ou déplafonné, c'est-à-dire que vous pouvez cumuler vos retraites en intégralité et la rémunération que vous souhaitez, vous n'avez pas de plafond. En revanche, si vous partez pas à taux plein, à ce moment-là, il y a des conditions, il y a des plafonds de rémunération que vous ne pouvez pas dépasser, c'est-à-dire que vous allez percevoir votre retraite et au niveau de la rémunération, vous serez plafonné à un certain seuil. Alors, il y a des conditions qui sont particulières, tout dépend de votre statut, tout dépend si vous partez pour carrière longue, etc. Donc, il y a des conditions spécifiques, mais voilà, les règles de principe sont celles-ci. Donc, voilà, ce n'est pas automatique et ce n'est pas forcément déplafonné. Pour ensuite répondre à la question plus précisément, le délai de 2 ans qui est attaché à l'abattement de 500 000 €, il part dès le départ du cumul emploi-retraite. Parce que qui dit cumul emploi-retraite dit liquidation de toutes les pensions de retraite. Donc, c'est à partir de cette date-là que ça part. C'est-à-dire que si vous partez en cumul emploi-retraite aujourd'hui, vous avez 2 ans pour vendre. Ce qui n'est pas le cas, si je fais un comparatif avec une question qu'on va avoir par la suite, ce qui n'est pas le cas de la retraite progressive, où là, si vous partez en retraite progressive, le départ, c'est une fois que vous avez fini votre retraite progressive et que vous liquidez définitivement vos retraites. Donc, il faut distinguer les deux, mais cumul emploi-retraite, attention, ça part à partir du moment où vous partez en cumul. Voilà. Ok. Question 7. J'ai 50 ans et souhaite vendre ma société à un tiers. Quels sont les points d'attention et les erreurs à ne pas commettre? Quel est le bon timing pour la mise en vente? Et enfin, quelle garantie peut-on avoir et sous quel délai?
Alors, Oui, alors je vais peut-être Morgiane, tout à fait. redescendre je vais descendre les questions peut-être une par une. Donc sur les points d'attention et les erreurs à ne pas commettre, alors c'est vrai que ça c'est une question qui est très pratico-pratique. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Bah, je pense que le premier point d'attention, ça va être de trouver un acquéreur qui soit fiable et surtout que vous sachiez, que vous vous positionnez pour savoir qui vous voulez comme repreneur et qui vous ne voulez pas. Est-ce que ça vous dérange d'être acheté par une grosse société qui veut faire des croissances externes, ou est-ce que vous voulez un acquéreur qui va exercer lui-même l'activité ou rester sur quelque chose à taille humaine? Donc ça, c'est vraiment, il faut définir ce que vous voulez et voir avec quel type d'acquéreur vous voulez rentrer en négociation. Ensuite, vous allez rentrer voilà, un cheminement qui est long, comme je vous ai dit, ça peut prendre jusqu'à 1 an. Généralement, vendre une société, ça va prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie. Voilà, l'acquéreur va contacter des établissements bancaires, faire une lettre d'attention. Vous allez devoir déterminer la valeur de la société. Il va y avoir des phases d'audit, de négociation. Tout ça, ça prend de l'énergie. Et donc, il faut que vous trouviez un acquéreur fiable et avec qui vous sentez que vous pouvez aller plus loin et pour éviter, en fait, tout simplement de perdre du temps et quelqu'un qui vous corresponde, en fait. Voilà. Sur l'erreur à ne pas commettre, je pense que l'erreur à ne pas commettre, c'est justement de ne pas avoir anticipé et de sous-estimer le temps que prend une session. Il faut bien penser à toutes les possibilités dont on a parlé pour limiter la fiscalité et surtout savoir combien à la fin ça va vous coûter en impôts et en frais avant de vous lancer. Mettre en place un calendrier précis, déterminer les étapes précisément à mettre en œuvre dans le temps. Et ça, c'est vraiment nécessaire d'avoir une idée de tout ça avant de partir en fait sur une vente. Et nous, on a justement une activité finance qui peut vous accompagner dès le début de cette phase de recherche pour vous aider à trouver un acquéreur fiable et qui vous corresponde, et pour les suites, donc pour la phase de négociation, etc. Et que vous ayez vraiment une idée de la mesure du temps que tout ça prend à se mettre en place. Quel est le bon timing pour la mise en vente? Je pense on en a déjà un petit peu parlé. En fait, il faut vraiment, tout dépend de la question de savoir si vous avez besoin de mettre en place des schémas d'apport-cession, de transformation de société, etc. avant la vente. Donc tout ça prend du temps et surtout la phase de négociation, l'obtention du prêt éventuellement si votre acquéreur il fait un prêt bancaire, puis le temps de la mise en vente, la rédaction, etc. Voilà, il faut compter une bonne année entière pour que tout le process soit mis en place. Donc sur les garanties qu'on peut avoir et sous quel délai, alors on va avoir des garanties côté cédant et des garanties côté acquéreur. Donc côté cédant, l'idéal c'est de prévoir la signature d'un protocole de cession avec des conditions suspensives. Et donc on va prévoir que c'est uniquement lorsque les conditions suspensives seront levées que là on signera dans un second temps ce qu'on appelle l'acte réitératif de cession. Donc pour vous donner un exemple, la condition suspensive la plus commune, c'est celle de l'obtention de son prêt par l'acquéreur. Donc celle-là, on la voit souvent. On peut aussi prévoir de verser les fonds en compte séquestre. Donc pour les fonds de commerce, ça se fait toujours, mais même si ça ne se fait pas toujours pour les cessions de titres, ça peut être bien de le faire. Ça permet d'avoir une garantie pour vous, cédant, que les fonds sont bloqués et qu'à ce moment-là, vous pouvez signer en toute conscience parce que vous savez que les fonds sont bloqués, que l'acquéreur a réglé. Et voilà, ça c'est une garantie aussi qui peut être aussi conseillée pour une cession de titre. Donc en tant qu'avocat, on peut justement vous accompagner sur ce type de mission aussi de séquestre. Et ensuite, du côté de l'acquéreur, on prévoit généralement, donc ça c'est pour les cessions de société, la garantie d'actifs et de passifs. Donc ça va permettre à l'acquéreur d'obtenir du cédant un engagement de prise en charge des dettes qui serait éventuellement révélé après la cession, mais dont l'origine serait antérieure à la cession. Ou ça peut être pour rembourser un trop perçu, si un actif aurait été surévalué. Donc ça, c'est une garantie qui va permettre de protéger l'acquéreur des conséquences des actes du cédant, mais qui seraient dévoilés après la cession. Donc ça, c'est une garantie aussi très importante pour l'acquéreur dans les opérations de cession de titres. Je ne sais pas, Claire-Léa, peut-être tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet Oui, exactement. Sur la GAP, parce que pour le coup, nous, sur la garantie actif-passif, on intervient généralement pour la garantie de la garantie, comme on dit. Parce que la GAP, elle n'a pas de durée qui est fixée par la loi. C'est-à-dire qu'on peut fixer une durée, enfin, l'acquéreur et le cédant peuvent définir une durée entre eux. Après, généralement, c'est des délais
de prescriptions légaux, on se base sur la garantie fiscale de 3 ans ou sur la garantie sociale de 5 ans. Ce qui est important dans une GAF, c'est de bien définir le champ d'application. C'est comme le disait Morgiane, voilà, s'il y a en effet un passif qui est révélé, voilà, mais il faut définir un champ pour pas que ça soit illimité. Il faut définir une durée, bien évidemment, pareil, pour pas que ça soit illimité. Et il faut prévoir des garanties adaptées. C'est-à-dire que généralement, l'acquéreur, il va exiger une garantie de la garantie, donc c'est-à-dire soit auprès d'un établissement bancaire ou d'un assureur. Ce qu'on voit souvent, c'est par exemple, on va nantir, on va bloquer un contrat de capitalisation, par exemple, sur lequel on a versé le montant qui correspond à la garantie d'actifs et de passifs, et ce qui fait que voilà, l'acquéreur a l'assurance qu'il y a les montants qui sont bien mis de côté par le cédant et qu'il va pouvoir, en cas de problème, percevoir les fonds. Ce que je voulais rajouter aussi, je voulais profiter de cette question pour dire que la chance qu'on a, nous, chez Inextinso, donc c'est, voilà, Myriam le disait en introduction, c'est l'accompagnement 360 degrés. C'est-à-dire que avec les échanges qu'on a, on voit bien que chez Inextinso, on a différents experts. On a l'expert comptable, on a les avocats, les juristes, les ingénieurs patrimoniaux, les conseillers patrimoniaux, les financiers. On a tout le monde, ce qui vous permet finalement d'être accompagné à partir du moment où on détermine la tracédule patrimoniale, on anticipe la retraite, on optimise la transmission ou la cession, on détermine la valeur réelle de l'entreprise, donc ça c'est Inextinso Finance ou l'expert comptable, la recherche d'un acquéreur. Inextinso Finance vous accompagne pour trouver le meilleur acquéreur qu'il soit. On va analyser les impacts fiscaux, histoire de vous proposer la meilleure stratégie, d'anticiper les choses et de vous proposer des montages qui vont vous permettre d'optimiser à tout niveau en fonction de vos objectifs. On va mettre en place la garantie d'actifs passifs, on va rédiger les actes et on va aussi même aller jusqu'à la stratégie d'investissement, de remploi des fonds éventuellement à la fin. Donc c'est important que, voilà, je trouve qu'un client qui vient chez Inextinso, il a l'accompagnement de A à Z et c'est important pour chaque étape d'avoir des conseillers voilà, qui soient à vos côtés pour pas se tromper et pour pas faire tout et n'importe quoi et pour bien anticiper les choses. Voilà. Et qui travaillent ensemble Exactement. aussi. Ça ne gâche rien. 8e question, on est à une demi-heure. Comment transmettre une entreprise à ses salariés? Ce serait peut-être plus clair, Léa, je pense. Ouais, alors d'abord, quand on vend une entreprise, quand on vend plus de 50% des titres d'une société, on a l'obligation d'informer les salariés. Donc voilà, il faut que les salariés soient avertis 2 mois avant la cession. Bon, il y a des conditions, etc., des modalités particulières. Alors, cette obligation d'information, elle ne vise pas à conférer un droit de préférence ou un droit d'opposition du salarié. C'est-à-dire que le salarié ne peut pas bloquer la vente. Par contre, ça lui permet d'être au courant et de pouvoir, s'il le souhaite, dire bah, moi, je suis intéressé, je me rachèterai bien l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'il a dit à son employeur, bah, voilà, moi je suis intéressé, tu vends, bah, moi je suis prêt à racheter. À ce moment-là, il y a plusieurs stratégies pour acquérir. Alors, moi je vais vous en donner 5, il y en a sûrement plus, il y a plusieurs montages, mais voilà, moi j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler de 5. Donc il y a d'abord, on vend, cession directe, le salarié fait un crédit bancaire personnel et il achète les titres de la société. Là, point de vigilance, c'est que souvent les banques peuvent avoir du mal à prêter à une personne physique, donc à un particulier, de faire un crédit voilà, pour racheter une société en fonction surtout de la valeur, c'est un peu plus compliqué. Ce qui fait qu'on en vient à la deuxième possibilité, c'est que le salarié crée une société, une holding de reprise, qui va acheter les titres de la société, ou le fonds éventuellement de la société. Souvent, c'est plus facile, les banques prêteront plus facilement à une société qu'à un particulier. Et puis, ça permet, parfois, quand on est plusieurs salariés à vouloir reprendre, voilà, d'être à plusieurs dans une structure qui va racheter, qui va faire un crédit. Voilà, ça facilite les choses. Ensuite, troisième possibilité, on va transformer la société en SCOP. Une SCOP, c'est une société coopérative et participative. C'est une forme juridique dans laquelle les salariés ont minimum 51% de la société, enfin du capital social, et 65% des droits de vote. Alors, c'est une modification finalement de la gouvernance, mais voilà, ça marche dans certains, surtout dans certains domaines, donc pourquoi pas. Quatrième possibilité, bah, voilà, vous voulez donner des titres, c'est-à-dire que, alors ça arrive plus généralement quand le salarié est aussi par exemple l'enfant de l'actionnaire actuel, à ce moment-là, il peut décider de donner tout partie de ses titres à son enfant et bénéficier du pacte Dutreil éventuellement. Donc c'est une possibilité. Après, c'est sûr que si le salarié n'est pas un membre de la famille, faire une donation, ça peut coûter plus cher. Donc attention à pas faire n'importe quoi. On peut être généreux, mais attention aux impacts fiscaux aussi. 5e stratégie, on peut avoir recours à ce qu'on appelle la location-gérance. C'est-à-dire que le ou les salariés qui veulent reprendre vont monter une autre structure avec l'actionnaire actuel. Ils vont la monter ensemble et ils vont louer le fonds de commerce.
En fait, c'est une stratégie intermédiaire qui va permettre au cédant de s'assurer que son salarié, il est suffisamment apte pour reprendre la société. Voilà. Ça permet de dire, bah voilà, je fais un montage, mais qui peut être réversible. C'est-à-dire qu'on a une société, on loue pour une certaine durée. Si à la fin de la durée, on voit que ça a bien fonctionné, que le salarié il a prouvé qu'il avait des compétences, à ce moment-là, on vend. Voilà. Après, là, on rebascule sur les montages précédents. Si au contraire, on voit que le salarié, ou le salarié finalement, il a changé d'avis, il voit qu'il n'est pas à la hauteur, que c'est trop compliqué, que voilà, être chef d'entreprise, c'est pas aussi simple que ça, ou le cédant se dit, franchement, je le sens pas, finalement, voilà, il n'est pas encore prêt, à ce moment-là, voilà, on arrête tout, on met fin au bail de location-gérance, et puis chacun repart là où il en était, et puis ça permet de continuer malgré tout comme c'était auparavant. Donc, c'est une stratégie qui va peut-être coûter plus cher parce que elle peut être juste temporaire, mais ça permet voilà, de s'assurer des choses avant de faire voilà, tout et n'importe quoi. Quand on transmet une entreprise à ses salariés, il y a quelques points de vigilance. Il y a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la capacité de financement des salariés. C'est-à-dire que parfois, voilà, il faut s'assurer que le salarié ait les moyens de pouvoir prétendre à l'acquisition de la société, en fonction de la valeur de la société, en fonction de lui, de sa place, etc. Il y a aussi je l'ai dit aussi, mais je le redis quand même, les compétences du salarié. Parce qu'un salarié peut être très bon dans ce qu'il fait, dans l'opérationnel. Par contre, chef d'entreprise, ça s'apprend, enfin ça s'apprend. C'est pas forcément inné, donc c'est bien aussi de prévoir généralement une période de transition. On va une période où on va former le salarié à la reprise, on va l'accompagner, et pas voilà, du jour au lendemain lui dire voilà, je te donne les clés de la société et puis tu te débrouilles. Voilà, sinon ça peut être compliqué, ça peut remettre en cause la société. Autre point, c'est toujours ça y sera partout, c'est la valorisation de l'entreprise. Voilà, il faut bien la valoriser, il ne faut pas être trop cher, il ne faut pas être pas assez cher. Donc c'est un point toujours, il faut bien être accompagné, pas voilà, pas dire elle vaut ça ma boîte et ça marche. Non, il faut faire les choses correctement, même quand on vend à quelqu'un qu'on connaît. Voilà. Et autre point que je peux vous dire, on y reviendra plus tard, mais un des avantages fiscaux pour le salarié qui va reprendre une entreprise, qui va racheter une entreprise, c'est qu'il peut bénéficier d'un abattement de 500 000 euros sur les droits d'enregistrement quand il achète un fonds de commerce ou des titres de société, mais à ce moment-là, ça sera 500 000 euros uniquement sur la valeur que représente le fonds de commerce ou la clientèle ou la patientèle. Voilà, donc c'est un avantage qui n'est pas négligeable pour un salarié qui veut reprendre, de savoir qu'il va payer, comme disait Morgane, ou 3% ou 0,1% s'il s'agit d'une SAS. Ça peut être pas négligeable en fonction de la valorisation de la société. Donc c'est bien de savoir qu'il y a ce petit avantage quand même non négligeable. Voilà. Effectivement. Question 9. Qu'en est-il de la fiscalité post-cession? Ça doit être pour Morgane. Oui, alors je pense qu'on a déjà répondu finalement à cette question tout à l'heure quand on a parlé de la fiscalité au moment de la cession. Alors, effectivement, quand on parle de fiscalité post-cession, en fait, c'est ce qui crée la fiscalité, c'est bien le moment de la cession. Mais c'est vrai que la fiscalité, généralement, elle arrive après la cession, voire l'année suivante. Puisque, par exemple, quand on déclare une plus-value pour une vente à titre particulier, ce sera dans votre déclaration d'impôt personnel. Et comme vous le savez, la déclaration d'impôt, on va la déposer l'année suivante. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper le sujet de la fiscalité. Donc je ne vais pas revenir sur la fiscalité post-cession puisqu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est juste de bien vous dire, il faut anticiper le sujet de la fiscalité, il faut savoir combien ça va vous coûter, justement pour ne pas avoir de surprise au moment, l'année suivante, de faire votre déclaration d'impôt. Ça marche. Question 10. Comment transmettre des parts sociales à ses enfants? Peut-être pour Claire-Léa. Exactement. Alors, tout dépend de ce que vous voulez faire, de vos objectifs et de ce que vous voulez pour l'avenir. Si, en tant que parent, vous avez besoin de liquidité, là, potentiellement, du coup, on va plutôt vendre la société. Comme ça, vous allez récupérer un peu d'argent. Si vous êtes parti à la retraite, ça vous permettra de vous constituer des revenus à la retraite, de financer un autre projet, etc. C'est une possibilité. Si vous n'avez pas besoin de liquidité, à ce moment-là, vous pouvez donner. La donation, donc en bénéficiant du pacte Dutreil, vous pouvez donner ou en pleine propriété ou en démembrement de propriété. Alors, on ne va pas rentrer, je pense, dans le détail de ce qu'est-ce que le démembrement de propriété, mais en gros, on distingue l'usufruit et la nue-propriété. Généralement, les parents conservent l'usufruit, c'est-à-dire que c'est eux qui ont le droit de jouir de la société, donc de percevoir notamment les dividendes, si c'est bien prévu comme ça dans les statuts. Et les enfants ont la nue-propriété et ils ne récupèrent la pleine propriété qu'à l'extinction de l'usufruit, que ce soit, si c'est un usufruit temporaire, à la fin de la temporalité qui avait été prévue, ou au décès si c'est un usufruit viager. La solution de la donation, elle
elle présente plusieurs avantages. Un, on peut utiliser les abattements légaux entre parents et enfants de 100 000 € par parent et enfant. Donc, c'est les abattements qu'il y a en cas de donation ou de succession, qui sont renouvelables tous les 15 ans. Deuxième avantage, on bénéficie du pacte Dutreil, ce qui n'est pas négligeable, encore une fois, exonération de 75% de la base taxable. Et troisième avantage fiscal, on purge la plus-value. C'est-à-dire que vous avez une société, vous avez constitué la société, on va dire 5 000 €. Aujourd'hui, vous la vendez 100 000 €. Quand vous donnez la société à vos enfants, bah, vous la donnez pour 100 000 €. Et pour autant, la plus-value, personne ne devra la payer. On la purge. Donc, ce n'est pas négligeable non plus dans les sociétés, à l'impôt sur les sociétés. Oui, c'est ça. Juste pour revenir dans le cas où vous voulez céder l'entreprise, vous pouvez céder 100% de la société si vous n'avez pas besoin de liquidité, si vous avez besoin de beaucoup de liquidité. Si vous avez besoin de liquidité maîtrisée, vous pouvez faire un mixte entre une partie donation, par exemple à hauteur des abattements, comme ça, pas de droit de donation, uniquement quelques frais de notaire, et le reste, vous le vendez. Voilà. Par contre, sur la partie que vous allez vendre à vos enfants, à ce moment-là, sur cette partie-là, vous serez soumis à la plus-value. Donc, pareil, d'être toujours bien anticipé. Le mieux, c'est de faire des projections, de voir ce qui est le mieux pour mettre le curseur là où c'est le plus optimisé. Autre possibilité aussi, ce qui est important de savoir quand on veut transmettre, c'est que si vous avez par exemple plusieurs enfants, mais il y a un seul enfant qui va reprendre, voilà. À ce moment-là, on va pouvoir faire une donation-partage avec soult. C'est-à-dire que, enfin avec soult ou sans soult. Je vais d'abord vous dire sans soult à la limite. C'est que vous avez donc votre société, à côté, vous avez d'autres biens. Par exemple, des immobiliers. Si la valeur, vous avez 2 enfants, si la valeur de la société, elle correspond à peu près à la valeur d'un de vos immobiliers, bah, vous donnez à l'un des enfants la société, à l'autre l'immobilier, vous faites une donation-partage, c'est parfait, chacun reçoit la même valeur, ou à peu près, tout le monde est d'accord, on fige les valeurs au moment de la donation, et c'est parfait. Si par contre, votre patrimoine, c'est quasiment que la société et le reste, vous ne voulez pas le donner tout de suite, à ce moment-là, on peut faire une donation avec soult. C'est-à-dire que l'enfant qui va reprendre la société, qui va récupérer la société, il va récupérer. Et à charge pour lui de compenser ce que ne vont pas recevoir son frère ou sa sœur ou ses frères et sœurs. Donc, il va devoir verser une soult à ses frères et sœurs. Alors, soit il la paye en fonds propres, la soult, c'est-à-dire qu'il a suffisamment de disponibilité en perso pour la payer, soit ce qu'on voit souvent, c'est qu'il va monter une société qui va recevoir, du coup, il va apporter les titres qu'il aura reçus de ses parents, et c'est la société qui va emprunter pour payer la soult à ses frères et sœurs. Ça, c'est ce qu'on voit généralement, c'est plus facile. En tout cas, généralement, l'enfant qui va recevoir la donation va pas avoir les fonds pour compenser auprès de ses frères et sœurs, donc il va faire un emprunt. Ça permet de respecter l'égalité entre les enfants, ça permet d'éviter l'indivision, et ça permet de figer les valeurs au jour de la donation-partage. Alors, quand je dis éviter l'indivision, c'est parce que si on ne fait rien, la société, elle va rentrer dans l'actif de succession, et au moment de la succession, vos enfants vont recevoir la société en indivision, à moins qu'ils fassent un partage après votre décès, c'est une possibilité aussi, mais voilà, c'est toujours mieux d'éviter l'indivision et d'anticiper et de prévoir les choses. Ça évite tout désaccord, tout conflit qu'on voit souvent quand même au moment des décès. Point de vigilance, encore une fois, toujours à peu près les mêmes. On valorise correctement les parts, surtout dans le cas d'une donation, parce qu'on veut éviter justement qu'on nous dise qu'on fait une donation déguisée, ou qu'il y ait voilà, l'autre frère ou l'autre sœur qui ne reçoit pas, qui disent bah, attends, t'as sous-évalué, moi j'ai pas reçu la même chose. Donc on valorise correctement les parts, on justifie. Attention à l'agrément parfois qui est demandé par les autres associés, s'il y a d'autres associés dans les sociétés. Donc attention à bien vérifier ce qu'on a mis dans les statuts. Et on néglige pas ni les conséquences, enfin, on ne faut pas négliger les conséquences fiscales. C'est-à-dire qu'il faut anticiper la plus-value éventuelle, si on cède tout ou partie, les droits de donation si on dépasse les abattements, les frais de notaire, l'impact éventuel aussi qu'il peut y avoir sur l'IFI. Par exemple, j'ai une société et j'ai aussi l'immobilier qui est lié à la société, mais je ne donne pas l'immobilier qui est lié à la société. À ce moment-là, là où j'avais une exonération IFI, j'en aurais plus, parce que du coup, j'ai donné ou j'ai vendu ma société. Donc voilà, c'est important de tout anticiper et de tenir compte des objectifs aussi à court terme, mais aussi à moyen et long terme pour pour choisir la meilleure stratégie possible. Ok. Question 11, il va nous rester un quart d'heure. Mon fils associé au sein d'une SCI veut la quitter. Comment cela se passe-t-il? Peut-être plutôt Morgiane? Oui, alors attention parce que déjà dans une SCI, il faut être au minimum 2. Donc si vous êtes 3 dans cette SCI, ça pose pas de problème que votre fils s'en aille. Alors on peut soit passer par une cession de ses titres, ça peut être une donation de ses titres, ou même on peut prévoir une réduction de capital. Donc là, une fois de plus, il faudra regarder ce que prévoient les statuts sur l'organisation de la sortie d'un des associés, la majorité, les agréments, etc. Par contre, si vous êtes 2 et que votre fils souhaite sortir, quand votre fils sera sorti,
on se retrouvera avec une SCI qui n'a plus qu'un seul associé. Alors la SCI, elle peut continuer de fonctionner, même avec un seul associé, ça pose pas de problème, vous serez seul décisionnaire. Mais il faut en principe régulariser la situation dans un délai d'1 an, donc idéalement en faisant rentrer un nouvel associé. Attention, parce que si la situation n'est pas réglée dans ce délai d'1 an, n'importe qui, par exemple un créancier, pourrait demander en justice la dissolution de la société. Donc c'est une situation qui est quand même un peu bancale et il faut vraiment éviter de rester dans cette situation en faisant rentrer un nouvel associé avant la fin en fait, de ce délai d'1 an. OK. Question 12. Pouvez-vous préciser quel est le meilleur moment ou contexte pour prendre sa retraite progressive et pour céder son entreprise? Plutôt clair, Léa. Alors, exactement, je vais essayer d'être rapide, je vois le temps qui file. Donc, je disais un peu la retraite progressive tout à l'heure. La différence, donc, c'est par rapport au cumul emploi-retraite, c'est qu'on va réduire son activité, mais on ne va pas liquider toutes ses retraites définitivement. Pour ça, il faut avoir 60 ans minimum, il faut avoir validé 150 trimestres et il faut réduire son activité entre 40 et 80% par rapport à un taux plein. Voilà, donc on continue de travailler avec un revenu d'activité qui a baissé parce qu'on a baissé son activité et on perçoit une partie de sa retraite. Alors, le meilleur moment, finalement, tout dépend de ce qu'on veut. C'est sûr que si à 60 ans, vous en avez marre et que vous voulez un peu progressivement diminuer et laisser la place à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, la retraite progressive peut être adaptée. Par contre, attention, si vous partez en retraite progressive, par rapport à l'abattement des 500 000 euros, bien faire attention au fait que les 2 ans ne comptent qu'à partir du moment où vous avez liquidé totalement votre retraite. Donc, si vous partez en retraite progressive, que vous vendez l'année qui suit, mais que vous liquidez définitivement vos retraites dans 4 ans, ça ne va pas fonctionner, vous allez être remis en cause pour l'abattement des 500 000 euros. Ce que je n'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure, par rapport au moment opportun, pour l'abattement des 500 000 euros pour départ à la retraite, attention, parce que du coup, il est valable jusqu'au 31 décembre 2031, ça a été prorogé plusieurs fois. On ne sait pas si ça va être encore le cas après les sessions de 2031, donc c'est sûr que si vous voulez vendre dans les prochaines années, voilà, c'est mieux de le faire avant 2031, donc vous êtes sûr de bénéficier de l'abattement des 500 000 euros. Voilà. OK. Question 13. À combien s'élèvent les frais de cession? Comment sont-ils calculés? Oui, concernant en fait la fiscalité, donc ça, on en a déjà parlé. Donc, on a parlé de l'imposition de la plus-value qui sera faite côté cédant, et puis on a parlé des droits d'enregistrement côté acquéreur. Donc là, je vais peut-être vous parler un peu plus des frais d'acte et des frais de conseil à prévoir. Donc d'abord, côté acquéreur, généralement, c'est l'acquéreur, hein, c'est la pratique, qui paye les frais de rédaction des actes de cession. Donc, il y aura ces frais-là à prendre en compte côté acquéreur. Attention aussi aux frais bancaires, puisque forcément, en tant qu'acquéreur, si vous passez par un emprunt pour acheter une société ou un fonds de commerce, la banque peut vous demander d'être caution avec des frais qui vont en résulter. Souvent, quand on est sur des cessions de titres, elle va aussi vous demander de prendre un nantissement sur les titres qui seront acquis. Donc là, on peut avoir aussi des frais de mise en place du nantissement. Donc ça, vraiment, il faut anticiper et prendre la mesure de tout ce qui est à faire pour savoir un peu, en tant qu'acquéreur, combien ça va vous coûter. Donc, outre les droits d'enregistrement dont on a déjà parlé. Et donc, côté cédant, là aussi, on peut avoir des frais de conseil. Si vous souhaitez vous faire accompagner, par exemple, dès le début pour trouver un acquéreur et avoir un accompagnement tout au long des négociations, déterminer les valorisations, etc. Donc là, vous allez avoir aussi des frais de conseil. Et ça peut être également pour vous faire accompagner pour la relecture des actes qui seront justement rédigés par le conseil de l'acquéreur. Et les frais de séquestre qui vont vous servir à garantir le bon versement de vos fonds. Donc ça, c'est des frais aussi qu'il faut anticiper. Parfait. Dans le cadre de mon départ en retraite dans 2 à 3 ans, je souhaite vendre ma société à un salarié entré dans l'entreprise il y a 6 ans. Dois-je vendre le fonds de commerce ou la société? Alors, je vais prendre la main. Donc, Morgane a expliqué tout à l'heure la différence entre la vente du fonds de commerce ou la vente des titres de société, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on vend le fonds, l'argent reste dans l'entreprise, et quand on vend les titres, l'argent est récupéré en direct par le cédant. Donc après, en fait, un cas comme dans l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Sur le plan fiscal, dans un cas comme dans l'autre, si on vend le fonds, on vend les titres à son salarié, on va bénéficier de certains abattements, de certaines exonérations. On l'a dit tout à l'heure, abattement pour départ à la retraite en cas de cession de titre de 500 000 euros. En cas de cession du fonds, on a aussi une exonération totale jusqu'à 500 000 euros et après dégressive jusqu'à 1 million d'euros. Donc, c'est pas négligeable. Avantage aussi fiscal pour le repreneur salarié, c'est les 500 000 euros d'abattement sur les droits d'enregistrement. Pour ça, il faut que le salarié soit en CDI
à taux plein depuis 2 ans, ce qui semble être le cas ici. Il faut que l'activité, bien évidemment, elle soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Il faut que l'entreprise ou les titres soient détenus depuis au minimum 2 ans. Et il faut que le salarié il s'engage à exploiter l'entreprise, que ce soit son activité principale pendant 5 ans, de manière continue. Donc, si on répond à toutes ces conditions, on bénéficie des 500 000 euros d'abattement pour les droits d'enregistrement. Je le rappelle, droits d'enregistrement réduits sur la valeur du fonds de commerce uniquement. Si on vend le fonds sur le fonds de commerce, si on vend l'entreprise uniquement sur la valeur du fonds de commerce ou la clientèle ou la patientèle. Si on vend le fonds de commerce en tant que cédant, ce qui peut être intéressant, c'est donc du coup on conserve la société. Et si on a d'autres projets, c'est pas mal du coup de faire les réinvestissements au sein de la société. Donc ça peut être avantageux en tant que cédant de conserver la société et de la transformer, pourquoi pas, en société patrimoniale par la suite pour avoir des revenus complémentaires à la retraite. C'est pas inintéressant. Après, la vente des titres, quand on est salarié et qu'on veut racheter, souvent c'est plus facile de racheter les titres parce qu'au moins on n'a pas tout ce qui est démarche administrative pour changer les baux, les contrats des salariés s'il y en a, les agréments, voilà, les modifications sont plus importantes si on rachète le fonds et qu'on doit tout basculer sur une nouvelle structure. Donc, voilà, vendre les titres, en tout cas racheter les titres pour l'acquéreur, c'est plus facile. Voilà. Pour l'intention, mais elle l'a dit tout à l'heure, Morgane, il me semble, quand on vend les titres, quand on rachète les titres plutôt, on reprend aussi le passif. Donc, attention à bien prévoir une garantie d'actif et de passif. Et par contre, si on vend le fonds, bah, on achète, enfin voilà, l'acquéreur n'achète que le fonds, donc il y a moins ce souci de garantie. Donc, que recommander? Voilà, je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais voilà, il faut regarder exactement ce que veut le salarié. Sur que si on veut faciliter pour le salarié, bah, on va lui vendre les titres. Il va pouvoir bénéficier de l'abattement de 500 000 euros pour les droits d'enregistrement, mais attention que sur la valeur du fonds. Donc, c'est vrai que si la valeur de la société, elle est surtout due à d'autres actifs que la valeur du fonds, bah, l'abattement va être peut-être moins bien utilisé. Donc, à voir comment on peut faire. Si vous partez en tant que cédant, si vous partez à la retraite, voilà, faut faire attention au délai, si on vend les titres, au délai de départ à la retraite, etc., pour bien bénéficier des exonérations aussi, des abattements qui sont accessibles. Voilà. Donc, il faut sécuriser, il faut bien analyser, il faut comparer. Je sais que nous, souvent, on compare cession du fonds, cession des titres au niveau de la fiscalité. Comme ça, on est capable de dire à nos clients, bah voilà, si vous vendez les titres, voilà ce que ça vous récupérez dans votre poche, ce qui vous permet après d'avoir des projets futurs. Si vous vendez le fonds, bah voilà ce que vous pouvez en faire. Si vous décidez finalement de liquider la société après, bah voilà ce que ça vous coûte. Donc, c'est bien de poser parce qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de réponse valable pour tout le monde. C'est au cas par cas. Tu veux compléter, Morgane? Non, c'est bon? Ça va. Ça marche. Il nous reste 10 minutes. Comment bien choisir son Oui. repreneur? Alors, alors, finalement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de déterminer ce que vous voulez, vous. Donc, trouver un repreneur fiable et qui soit intéressé par l'activité que vous vendez. Et surtout, idéalement, qui exerce déjà dans l'activité que vous vendez. Parce que, donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, mais l'idée de la cession d'entreprise, c'est aussi de pouvoir partir la conscience tranquille en vous disant que il va y avoir une continuité de ce que vous avez développé, voire même créé vous-même, et avoir quelqu'un que vous sentez comme un repreneur engagé, avec qui vous êtes prêt à négocier et qui va assurer la continuité de ce que vous avez créé ou développé, c'est pour moi quelque chose de vraiment essentiel. Et je pense que c'est vraiment là-dessus. Après, ça reste mon avis, hein, c'est vraiment un avis pratico-pratique. Mais il faut vous sentir bien pendant toute cette année de négociation qui va être longue. Voilà. Ok. Avant-dernière question. Des ayants droit d'un actionnaire peuvent-ils refuser la succession au bénéfice d'un autre actionnaire? Et quels en sont les coûts et les conséquences? Alors, réponse c'est en peut-être plus clair, Léa. Ouais, réponse en 3 mots, oui mais non. Oui, on peut refuser une succession. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, j'en veux pas. Par contre, je peux pas choisir qui va prendre ma place. Je m'explique. Quand on renonce à une succession, en fait, on est juridiquement considéré comme ayant jamais été héritier. C'est-à-dire que je dis non, donc voilà, je suis pas héritier, du coup, je refuse. Par contre, ce que j'aurais dû recevoir, je peux pas dire, voilà, je sois Morgane, il les récupère. Ça marche pas comme ça. Généralement, si moi j'hérite de quelque chose, je dis que j'en veux pas. Généralement, ce sont mes enfants qui vont pouvoir, eux, se placer héritiers par représentation. Si mes enfants ne veulent pas non plus, à ce moment-là, on ira chercher d'autres héritiers plus lointains ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est la base, c'est comme ça. Après,
là où si on veut cibler, si par exemple, moi j'ai une entreprise, je veux décider qui va vraiment récupérer mon entreprise, surtout dans le cas où quelqu'un la refuse. À ce moment-là, je peux faire un testament ou un legs. Ben voilà, je peux décider en amont. Ben voilà, moi je veux que ce soit mon enfant, voilà, je veux que ce soit ma fille qui hérite. Si elle veut pas, par contre, je veux pas que ce soit mes neveux ou nièces, je veux que ce soit Morgiane, par exemple, qui récupère ma société parce que j'ai confiance en elle et je veux que ce soit elle. C'est une possibilité. Par contre, attention, du coup, si ma fille refuse et que c'est Morgiane qui accepte, voilà, les droits de succession ne seront pas les mêmes parce qu'on n'a pas la même relation, on n'est pas dans la même famille. Donc, il faut faire attention, en tout cas, à ce coup-là. Quand on renonce à une succession, la démarche, la formalité, c'est qu'on le fait soit auprès du greffe du tribunal judiciaire, soit on le fait par acte notarié, on va voir son notaire, et puis on renonce à la succession. Donc, il n'y a pas de frais réels, en tout cas, de renonciation. Il y a un peu des frais de dépôt, des frais de notaire. Mais voilà, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Je vous dis, le seul coût qu'il peut y avoir, c'est si jamais l'héritier qui renonce et l'héritier qui prend sa place, voilà, on est plus éloigné, c'est-à-dire que voire c'est pas un parent, à ce moment-là, les droits de succession sont plus élevés. Donc, faut faire attention. Même problématique qu'on a déjà évoquée précédemment, il faut faire attention à l'agrément qu'il peut y avoir par rapport à d'autres associés éventuels dans la société. Donc attention à bien vérifier ce que prévoient les statuts. Il y a même des statuts des fois qui prévoient des droits de préemption ou des clauses de rachat automatique. Donc voilà, voir bien ce qui est prévu avant de... Enfin voilà, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On peut prévoir, anticiper bien en amont pour pouvoir être justement plus apaisé et que la succession se passe le mieux possible. Voilà. Très bien. Dernière question. Pourriez-vous confirmer s'il existe des problématiques spécifiques liées à la fiscalité des plus-values en cas de cession, notamment en lien avec la durée d'activité effective de l'entreprise avant la cession? Ça serait peut-être plus Morgiane. Oui, alors effectivement, il y a une problématique, enfin, il y a des conditions de durée d'activité effective pour toutes les exonérations dont on a parlé tout à l'heure, en fait. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé des exonérations lorsqu'on cède un fonds de commerce. Donc, on en a parlé à plusieurs reprises. Donc, on a une exonération en fonction du prix de cession. Donc, en fait, quand le prix de cession est inférieur à 500 000 euros, on peut avoir une exonération totale. Et entre 1 million et 500 000 euros, ce sera une exonération partielle. Eh bien, attention, parce qu'il y a des conditions à remplir. Et il y a notamment la condition d'avoir exercé effectivement l'activité pendant au moins 5 ans. Et donc, c'est toujours cette condition de 5 ans qui revient pour toutes les exonérations. Donc, on a cette exonération-là en fonction du prix de cession. On a aussi l'exonération en fonction des recettes. Donc, ça, c'est quand on cède un fonds de commerce. En dessous d'un certain seuil, sur les 2 premières années civiles, on peut avoir une exonération totale ou partielle selon le seuil dans lequel on est. Et là, c'est pareil. On a aussi cette condition de durée d'exercice effectif pendant 5 ans. Et on a aussi parlé des exonérations pour départ à la retraite. Donc, ça fonctionne qu'on soit en cession de fonds de commerce et en cession de titres. Donc, l'RDA est rentré tout à l'heure dans les conditions un peu plus précisément. Mais là aussi, on a une condition d'avoir exercé et d'avoir eu sa rémunération en fait principale pendant 5 ans de cette activité. Donc, la rémunération soit issue de cette activité pendant 5 ans. Voilà, donc c'est vraiment, il y a une notion importante effectivement de durée d'activité effective de l'entreprise avant la cession. Donc toujours 5 ans à avoir en tête. Et ensuite, on a des durées spécifiques. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure du départ à la retraite. Voilà, c'est partir à la retraite 2 ans avant ou 2 ans après. Je ne reviens pas là-dessus. Mais effectivement, il y a des conditions de durée. Et ça, c'est vraiment important de les avoir en tête. Et une fois de plus, au cas par cas, selon l'exonération dans laquelle il est plus intéressant de vous positionner, de bien être sûr que vous remplissez l'ensemble des conditions. Parfait, merci beaucoup. On va peut-être prendre rapidement les questions dans le chat. La première, c'était pour l'audit d'acquisition. Faut-il appliquer les techniques de l'audit légal? Alors, je sais pas si, alors en soi, je ne sais pas si Marjane, tu as une réponse plus précise, mais pour moi, l'audit d'acquisition va se baser sur les méthodes qui sont utilisées pour l'audit légal, mais ça va pas être nécessairement exactement le même, parce que quand on veut valoriser une entreprise, voilà, ça sera pas forcément exactement pareil, mais ça va être à peu près les mêmes méthodes forcément, mais on va peut-être regarder des choses un peu différemment. Mais là, j'avoue que c'est pas forcément ma partie, voilà, nous, on n'audite pas chez Nextenso Patrimoine, donc je ne sais pas si Morgane, tu as plus d'éléments de réponse que moi, ou si là, il Pas faudrait vraiment. Bon, voilà, donc il Pas faudrait plus se vraiment. référer au comptable ou à une Nextenso Ouais, Finance c'est plus, éventuellement. Une voilà, c'est Nextenso plus Finance, oui, ouais. on pourra vous Voilà. donner Une Nextenso le Finance contact d'une Nextenso Finance.
Exactement. Tout à fait. Ou Pas de quelqu'un qui souci. connaît bien votre dossier, votre expert comptable, qui pourra aussi vous renseigner là-dessus, sur les sujets de valorisation, voilà, qui pourra bien vous renseigner là-dessus. J'ai une deuxième question. Je préside une société démembrée avec nos 4 enfants, dans laquelle mon épouse et moi avons un compte courant important. Nos enfants souhaitent reprendre l'entreprise à terme. Comment optimiser fiscalement la transmission? Donc là, ça veut dire que la société, elle est déjà démembrée. Par contre, je suppose que le compte courant ne l'est pas. Donc la transmission a déjà été, je suppose, anticipée parce que du coup, les enfants doivent avoir sûrement la nue propriété des titres de la société. Après, c'est sûr que sur la partie compte courant de l'associé, si rien n'est fait, il va rentrer à l'actif de succession et donc il va être fiscalisé. Donc après, ça dépend de votre âge. Est-ce qu'il y a des stratégies qui peuvent être mises en place pour ou réduire fortement ce compte courant de l'associé ou alors prévoir une donation, de ce compte courant de l'associé? Voilà, il faudrait voir dans le détail précisément, mais voilà, a priori, vous avez déjà commencé à faire des choses. Ça vaudrait le coup peut-être de voir si on peut aller plus loin encore pour vraiment optimiser, pas que vous ayez une mauvaise surprise à la fin. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Vous allez recevoir un mail de remerciement avec lequel vous pourrez éventuellement approfondir ces questions avec nos intervenants, puisque vous aurez leur contact directement. Et puis, vous aurez aussi un lien vers le replay si vous voulez revoir les réponses qui ont été formulées aux questions qui ont été posées. Voilà, bah, merci à tous. Et puis, nous vous souhaitons un bon appétit. Et puis, rendez-vous pour un prochain direct du droit à la rentrée de septembre sur la création d'entreprise. Merci Voilà, beaucoup. merci. Merci, Merci au revoir. à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.